Michael a aidé sa fille Emma avec ses devoirs de géométrie lorsque son téléphone a vibré. Mardi soir, 18h30, l'heure exacte où son monde lui semblait généralement le plus complet. Trina dans la cuisine, l'odeur d'ail et de romarin flottant dans leur maison de banlieue. Le crayon d'Emma grattant sur du papier millimétré. Ordinaire, sûr. Papa, je ne comprends pas ce truc d'angle, a dit Emma, le nez plissé de frustration. Michael a souri, montrant le triangle. Pense-y comme des positions de flanquement. Tu ne peux pas attaquer de front. Son téléphone a de nouveau vibré. Ron Finlay. Son beau-frère n'appelait pas pendant le dîner, sauf si c'était important. Et Ron, qu'est-ce que... Où es-tu en ce moment? La voix de Ron était tendue. Le ton d'un flic, le ton que Michael reconnaissait après des années à le connaître. Ron était détective au métro PD, 15 ans de service, et il ne s'énervait pas facilement. À la maison avec ma famille. Quoi? Une pause, puis à peine au-dessus d'un murmure. Verrouille toutes les portes et les fenêtres, maintenant. Ne dis pas à ta femme pourquoi. Le corps de Michael s'est raidi. Son entraînement s'est mis en marche avant que son esprit conscient ne suive. 8 ans dans le renseignement militaire avaient câblé certaines réponses dans son système nerveux. Ses yeux ont balayé la pièce, cataloguant les sorties, les lignes de vue, les menaces potentielles. Ron, qu'est-ce qui ne va pas? On vient de recevoir un appel terrifiant à propos de ta femme. Un appel d'urgence, un tuyau anonyme. Ils disent qu'elle... La voix de Ron a encore baissé. Ils disent qu'elle prépare quelque chose de violent contre toi. Contre Emma. L'appelant a donné des détails, Mike. Des détails spécifiques sur ta maison, ta routine. On est en route, mais je devais d'abord te prévenir. Le protocole dit que je ne devrais pas, mais ta famille. Les mots n'avaient pas de sens. Trina, sa femme depuis 12 ans, la femme qui pleurait pendant les publicités pour la nourriture pour chiens et qui faisait du bénévolat à l'hôpital pour enfants. C'est insensé. Tu sais que Trina ne... Je sais, mais l'appel était convaincant. Vraiment convaincant. Et Mike. Ron a hésité. L'appelant a mentionné l'incident de Cobble. Le sang de Michael s'est glacé. L'incident de Cobble. S'étant enterré. Classifié. Seule une poignée de personnes connaissaient les détails. Il avait fait partie d'une unité de renseignement militaire qui avait démantelé un réseau de contrebande, armes, informations et pire encore. Ils avaient arrêté 15 personnes, mais l'enquête avait été scellée. Comment quelqu'un pouvait-il savoir faire le lien avec lui maintenant? Qui a passé l'appel? Anonyme. Intraçable pour l'instant. Mais qui que ce soit, il sait des choses qu'il ne devrait pas verrouiller tout et attend-nous. 20 minutes. Michael a mis fin à l'appel et s'est levé, son esprit déjà en train de parcourir les possibilités. Ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un faisait un mouvement contre lui, utilisant le système, utilisant sa femme comme arme. Papa? Emma a levé les yeux, inquiète. Oncle Ron va bien? Il va bien, ma chérie. Michael a gardé sa voix égale, décontractée. Et, pourquoi n'irais-tu pas aider maman dans la cuisine? Je dois vérifier quelque chose dans le garage. Alors qu'Emma s'éloignait en sautillant, Michael a traversé la maison avec une efficacité étudiée. Il a verrouillé la porte d'entrée, vérifié le système de sécurité, armé et fonctionnel. Porte arrière verrouillée, fenêtre sécurisée. Son bureau à domicile était à l'arrière de la maison. Il a ouvert le coffre-fort caché derrière une bibliothèque. À l'intérieur, son arme de service, jamais touchée depuis qu'il avait quitté l'armée, et 3 téléphones, des téléphones jetables qu'il avait gardés par vieille habitude. Il en a allumé un et a composé un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 6 ans. Ball, a répondu la voix. Alex, c'est Michael. Une pause. Mon Dieu, ça fait des siècles. Qu'est-ce qui ne va pas? Alex Ball avait été son officier traitant dans le renseignement militaire, travaillant maintenant dans la sécurité privée à Washington. Si quelqu'un pouvait accéder rapidement et discrètement à des informations, c'était lui. Quelqu'un vient d'appeler la police à propos de ma femme. Fausse dénonciation, mais ils ont mentionné Cobble, l'opération scellée. J'ai besoin de savoir qui fouille dans mon passé. Donne-moi 1 heure. Le ton d'Alex était passé aux affaires. Je rappellerai ce numéro.
Michael a mis le téléphone dans sa poche et est retourné au salon juste au moment où Trina sortait de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle était belle de cette façon sans effort, les cheveux noirs attachés en arrière, les yeux verts qui semblaient toujours voir à travers lui. « Tu as l'air tendu », a-t-elle dit en lui touchant le bras. « Tout va bien ?» Il voulait tout lui dire, mais l'avertissement de Ron résonnait dans son esprit. Les flics arrivaient. Quoi qu'il se passe, cela se déroulerait en quelques minutes, et il devait contrôler le récit. Ron passe. Des trucs de boulot. Pas tout à fait un mensonge. Juste à ce moment-là, Emma a appelé de la salle à manger. « Maman, il y a quelqu'un à la porte. » La main de Michael s'est instinctivement déplacée vers sa hanche où son arme se trouvait autrefois. À travers la fenêtre de devant, il pouvait voir 2 voitures de police s'arrêter, les gyrophares éteints, mais reconnaissables. Ron était dans la voiture de tête. Mais derrière eux, à peine visible dans l'ombre du soir, se trouvait un autre véhicule. Une berline noire, vitre teintée, tournant au ralenti au coin de la rue, observant. La mâchoire de Michael s'est contractée. Ce n'était pas seulement une fausse dénonciation. C'était de la surveillance, de la planification. Quelqu'un orchestrait cela, et ils étaient proches. « Trina », a-t-il dit doucement. « Reste avec Emma. Ne réponds à aucune question sans que je sois présent. » Ses yeux se sont écarquillés. « Michael, que se passe-t-il » La sonnette a retenti. « Fais-moi juste confiance », a-t-il dit et il est allé affronter ce qui allait suivre. Chapitre 2. Fantôme et rancune. Ron Finlay se tenait sur le porche avec une autre détective, une femme que Michael ne reconnaissait pas. Le visage de Ron était plein d'excuses mais professionnelles, l'expression d'un flic faisant son travail même quand ça faisait mal. « Mike, voici la détective Vera Daly. Nous devons parler à Trina. » Michael s'est écarté, les laissant entrer, mais se positionnant entre les détectives et sa famille. De vieilles habitudes. Qu'est-ce qui a été rapporté exactement? Vera, au milieu de la quarantaine, des yeux vifs qui en avaient trop vu. Nous avons reçu un appel à 18h15 affirmant que Trina avait proféré des menaces contre vous et votre fille. L'appelant a déclaré qu'elle avait acheté une arme à feu illégalement et prévoyait de l'utiliser ce soir. C'est ridicule, a dit Trina de derrière Michael, sa voix tremblante. Je n'ai même jamais tenu d'arme. Mike, dis-leur. L'appelant a fourni des informations spécifiques, a poursuivi Vera. Votre routine quotidienne, le code de votre système de sécurité, des détails sur une police d'assurance vie d'une valeur de 2 millions de dollars souscrite il y a 6 mois. L'esprit de Michael s'est aiguisé. La police d'assurance était réelle. Il l'avait mise à jour après qu'il ait créé sa société de conseil en sécurité. Procédure standard, mais seule la famille, leur avocat et la compagnie d'assurance le savaient. Ce n'était pas du harcèlement aléatoire. Quelqu'un avait accès à leurs informations privées. Qui a passé l'appel, a demandé Michael. Anonyme, acheminé par plusieurs proxys. Mais il y a plus. Vera a sorti son téléphone, a joué un enregistrement audio, une voix déformée clairement modifiée. Trina prévoit de tuer son mari Michael et sa fille Emma ce soir. Elle a une arme cachée dans le bureau à domicile derrière la bibliothèque. Elle prépare ça depuis des mois, depuis qu'elle a découvert la liaison de son mari. Une liaison? La voix de Trina s'est brisée. Michael, tu. Il n'y a pas de liaison, a dit fermement Michael. C'est un coup monté. Quelqu'un essaie de nous déstabiliser. Nous devons quand même fouiller les lieux, a dit Vera. Procédure standard. Ron s'est avancé. Mike, tu sais qu'on doit le faire. Michael a hoché la tête lentement. Il pouvait refuser, les obliger à obtenir un mandat, mais cela ne ferait que retarder l'inévitable et les ferait paraître coupables. Très bien, fouillez. Vous ne trouverez rien. Mais alors que les détectives se déplaçaient dans la maison, le téléphone jetable de Michael a vibré dans sa poche. Un texto d'Alex Ball. J'ai quelque chose. Appelle-moi dès que possible. C'est plus gros que tu ne le penses. Michael s'est excusé pour aller dans le jardin, composant rapidement. Parle-moi, a-t-il dit quand Alex a répondu. Ton passé t'a rattrapé, mon frère. Tu te souviens de Gary Maxwell de l'opération Coble? Le sang de Michael s'est glacé. Gary Maxwell. Il avait été un entrepreneur civil travaillant dans la logistique pour l'armée.
Ce qu'ils avaient découvert, c'est que Maxwell menait une activité secondaire, vendant des informations classifiées à des combattants ennemis, facilitant la contrebande d'armes, et même soupçonné de la disparition de 2 interprètes locaux qui aidaient les forces de la coalition. L'unité de Michael avait monté le dossier qui avait envoyé Maxwell en prison fédérale. Il est sorti il y a 3 mois, a poursuivi Alex. Libération anticipée, bonne conduite. Et Mike, il a fait des menaces avant de partir. A dit qu'il détruirait les gens qui l'ont détruit. En commençant par toi. Comment le sais-tu? J'ai des contacts au bureau. Quand tu as appelé, j'ai vérifié le nom de Maxwell. Il a été occupé depuis sa sortie. Nouvelle identité, a déménagé en Virginie, a créé une entreprise de technologie. Légitime en surface, mais il a accédé à des marchés du dark web, a engagé des gens. Mike, ce type a des ressources et une sérieuse rancune. L'esprit de Michael s'est emballé. Maxwell ne faisait pas seulement un mouvement. Il planifiait cela depuis des années. La fausse dénonciation à la police n'était que le coup d'envoi. Quel est son plan? D'après ce que je peux comprendre, il veut ruiner ta vie petit à petit. Discréditer ta femme, la faire arrêter, peut-être détruire ta réputation professionnelle, t'isoler. Puis, Alex a fait une pause. Alors je pense qu'il veut que tu saches que c'était lui avant qu'il ne termine le travail. Il n'ira pas aussi loin. Mike, ce type est connecté maintenant. Argent, Jean, technologie. Tu dois être malin à ce sujet. Je suis toujours malin. Michael a mis fin à l'appel et s'est retourné vers la maison. À travers la fenêtre, il pouvait voir Vera et Ron fouiller son bureau. Il ne trouverait pas d'armes parce qu'il n'y en avait pas. Mais Maxwell le savait. Il s'agissait du processus, de l'humiliation, de la graine du doute plantée dans l'esprit de ses voisins qui regardaient sûrement les voitures de police. La berline noire était toujours au coin de la rue. Michael a pris une photo avec son téléphone, a zoomé. Il ne pouvait pas voir clairement le conducteur, mais il n'en avait pas besoin. Maxwell voulait qu'il sache qu'il était surveillé. À l'intérieur, Vera est sortie du bureau, les mains vides. Rien. Le tuyau était faux. Évidemment, a dit Trina, des larmes dans les yeux maintenant. Pouvez-vous s'il vous plaît partir? C'est humiliant. Nous sommes désolés pour l'intrusion, a dit sincèrement Ron. Mais nous devions suivre. Mike, puis-je te parler dehors sur le porche? Ron a baissé la voix. Ça ne sentait pas bon depuis le début. Trop élaboré pour une farce. Trop spécifique pour être aléatoire. C'est ciblé, a convenu Michael. Quelqu'un s'en prend à moi. Tu sais qui? J'ai une idée. Quelqu'un de mes jours militaires. Il vient de sortir de prison fédérale. Les instincts de flic de Ron se sont déclenchés. Tu penses que c'est de la vengeance? Je le sais. Et ce ne sera pas le dernier coup. Il va intensifier. Alors il faut qu'on anticipe. Déposer une plainte. Obtenir une surveillance de protection. Non. La voix de Michael était ferme. C'est ce qu'il veut. Impliquer le système. M'embourber dans la paperasse. Me mettre sur la défensive. Je dois agir en premier. Mike, si tu sais qui te menace, laisse-nous gérer ça légalement. Ron, ce type a passé 7 ans en prison fédérale à planifier sa vengeance. Il ne va pas faire une erreur et laisser des preuves. Je dois gérer ça à ma manière. Ron l'a étudié un long moment. À ta manière, c'est-à-dire? Je vais le trouver, comprendre son plan et l'arrêter avant qu'il ne blesse ma famille. Quoi qu'il en coûte. Sois prudent. Ne fais rien qui te mette en prison. Michael a souri d'un air sombre. Je ferai attention de ne pas me faire prendre. Après le départ de Ron, Michael est retourné à l'intérieur pour trouver Trina assise sur le canapé, Emma à ses côtés. Les yeux de sa femme étaient rouges mais défiants. Dis-moi ce qui se passe vraiment, a-t-elle exigé. Michael s'est assis en face d'eux, choisissant ses mots avec soin. Quelqu'un que j'ai aidé à mettre en prison il y a des années est sorti. Il s'en prend à moi en s'en prenant à vous et à Emma. Mais je vais l'arrêter. Comment? En étant meilleur que lui, plus malin, plus préparé. Il a pris la main de Trina. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Les choses pourraient devenir étranges pendant un certain temps, mais je te promets que je garderai cette famille en sécurité.
Emma avait l'air effrayée. Est-ce que le méchant va nous faire du mal? Michael a serré sa fille dans ses bras. Non, ma chérie. Je ne laisserai pas ça arriver. Mais même en le disant, son esprit était déjà 3 longueurs d'avance, planifiant sa contre-offensive. Maxwell voulait jouer à des jeux. Très bien. Michael Howe avait passé 8 ans dans le renseignement militaire à apprendre à démanteler les menaces. Il était temps de dépoussiérer ses compétences. La berline noire avait disparu quand il a de nouveau regardé par la fenêtre. Mais Michael savait que Maxwell regarderait, attendant son prochain mouvement. Bien. Qu'il regarde. Qu'il pense qu'il a l'avantage. Parce que Michael était sur le point de lui montrer exactement ce qui se passait quand on menaçait un homme qui avait passé des années à chasser les prédateurs. Ce n'était que le début. Chapitre 3. La deuxième vague. Michael n'a pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, il s'est assis dans son bureau, 3 ordinateurs portables ouverts, rassemblant tout ce qu'il pouvait trouver sur Gary Maxwell. Alex avait envoyé des fichiers, les dossiers pénitentiaires de Maxwell, les documents de libération anticipée, une liste d'associés connus. Ce qui en est ressorti, c'est le portrait d'un homme qui avait utilisé son temps à l'intérieur de manière productive, nouant des liens avec d'autres criminels en col blanc, étudiant la crypto-monnaie et la cyberguerre. La nouvelle entreprise de Maxwell, Donag & Maxwell Tech Solutions, était enregistrée dans le Delaware avec un partenaire commercial nommé Evan Donag. Michael a fouillé dans le passé de Donag. Un autre ancien entrepreneur, pas de casier judiciaire, mais des rumeurs d'affaires douteuses. Ensemble, ils avaient bâti une entreprise technologique d'apparence légitime qui se spécialisait dans les systèmes de sécurité et l'analyse de données. L'ironie n'a pas échappé à Michael. Son ennemi vendait maintenant les mêmes services que lui. À 3 heures du matin, le premier email est arrivé. Le compte personnel de Michael, pas son compte professionnel. L'objet était vide, mais le message était clair. As-tu apprécié la visite de la police? Ce n'était qu'un avant-goût. Quand j'en aurai fini, tu n'auras rien. Pas de femme, pas de fille, pas de réputation. Comme tu m'as laissé sans rien. Fais attention à toi, Ao. Je suis plus proche que tu ne le penses. Joem. Michael a regardé l'écran. Maxwell le narguait, confirmant ce qu'il savait déjà. Mais l'email était une erreur. Il a donné à Michael quelque chose à tracer. Il l'a transmis à Alex avec une note. Trace ça. J'ai besoin de sa position. À l'aube, Michael avait un plan. Il ne pouvait pas attendre que Maxwell fasse le prochain mouvement. Il devait inverser le scénario, passer à l'offensive. Son premier appel a été à un vieil ami de ses jours de renseignement, Salvador McNeil, qui dirigeait maintenant une société d'enquête privée à Arlington. Sal, j'ai besoin de surveiller quelqu'un. Le package complet, mouvement, contact, finance. Qui est la cible? Gary Maxwell. Il vit à Arlington. Dirige Donag & Maxwell Tech. J'ai besoin de savoir tout ce qu'il fait, toutes les personnes à qui il parle. De quoi s'agit-il, Mike? Sa vengeance contre moi, la mienne contre lui. Celui qui agira le plus intelligemment gagnera. Sal a gloussé. Eh bien, tu as la meilleure motivation. J'aurai quelqu'un sur lui d'ici midi. Ensuite, Michael devait sécuriser sa famille. Il ne pouvait pas les laisser vulnérables pendant qu'il travaillait. Il a appelé ses parents en Floride. Maman, j'ai besoin d'une faveur. Trina et Emma peuvent-elles venir rester avec vous quelques semaines? J'ai une situation de sécurité à gérer. Sa mère, que Dieu la bénisse, n'a pas posé trop de questions. Bien sûr, mon chéri. Tout le monde va bien? Ils iront bien. J'expliquerai plus tard. Trina a d'abord résisté, mais Michael lui a expliqué clairement. Maxwell ne s'arrêtera pas à de fausses dénonciations à la police. Il va intensifier. J'ai besoin que toi et Emma soyez quelque part en sécurité pendant que je m'occupe de ça. Et que signifie exactement s'occuper de ça? Ça signifie que je vais lui faire regretter d'avoir jamais pensé à notre famille. À midi, Trina et Emma étaient sur un vol pour Tampa. Michael les a conduites lui-même à l'aéroport, vérifiant constamment ses rétroviseurs pour d'éventuels suiveurs. La berline noire est apparue 2 fois, mais a gardé ses distances. Bien. Maxwell voulait qu'il sache qu'il était surveillé. Cela rendrait ce qui allait suivre encore meilleur.
De retour à la maison, Michael a activé le protocole de sécurité qu'il avait conçu pour exactement ce scénario. Caméra cachée à l'extérieur, capteur de mouvement, serrure renforcée. Sa maison était maintenant une forteresse. Puis il a passé un appel qui l'a surpris lui-même. Maurice O'Brien Investigative Service. Maurice, c'est Michael Lao. J'ai besoin d'une consultation aujourd'hui si possible. Maurice O'Brien était un détective privé réputé pour flirter avec les limites de l'éthique. Il obtenait des résultats, mais n'avait pas peur de contourner les règles. Michael avait travaillé avec lui 2 fois l'année dernière pour des vérifications d'antécédents sur des clients de haut niveau. Ils se sont rencontrés dans un restaurant de Fairfax, loin des regards indiscrets. Maurice était dans la cinquantaine, grisonnant et cynique, mais vif comme une lame. « De quoi as-tu besoin ?» a demandé Maurice en sirotant un mauvais café. Michael a fait glisser un dossier sur la table. Tout sur Gary Maxwell et Evan Donagh. Et je veux dire tout. Relevés bancaires, journaux d'appel, transactions commerciales, les trucs qui ne sont pas exactement publics. Maurice a haussé un sourcil. C'est cher et quelque peu illégal. Je sais. Dis-moi ton prix. 20 000 la moitié d'avance. Marché conclu. Michael avait des économies pour les urgences. Cela se qualifiait. Combien de temps? 3 jours? Peut-être 4. Fais-le en 2 et je doublerai tes honoraires. Maurice a souri. Maintenant, on parle. Qu'est-ce que ce type t'a fait? Il essaie de détruire ma vie. Je vais d'abord détruire la sienne. Mais j'ai besoin de munitions. Cet après-midi-là, l'équipe de salle a confirmé l'emplacement de Maxwell. Une maison de ville à Arlington. Quartier cher, système de sécurité. Maxwell avait été vu rencontrer 3 personnes différentes au cours des 2 derniers jours, tout avec un casier judiciaire. De la force de frappe à louer. L'image devenait claire. Maxwell ne travaillait pas seul. Il avait de l'argent, des relations et une équipe. Il préparait quelque chose de plus grand que du harcèlement. À 18 h, le téléphone professionnel de Michael a sonné. Un numéro qu'il ne reconnaissait pas, Michael Lao. M. Ao, ici le roi Wagner de Prestige Security System. Nous vous appelons pour vous informer que votre licence d'entreprise et votre assurance ont été signalées pour enquête. Il y a eu des plaintes concernant une mauvaise gestion des données clients. La mâchoire de Michael s'est crispée. Plainte de qui? Rapports anonymes. Nous sommes tenus par la loi de suspendre votre licence en attendant l'enquête. Vous recevrez une notification formelle demain. Michael a raccroché et a immédiatement appelé son avocat d'affaires, Alfred Powell. Après avoir expliqué la situation, Alfred a confirmé les soupçons de Michael. C'est du harcèlement, Mike. Les plaintes sont vagues et invérifiables. Ça prendra des semaines à éclaircir, mais ça s'éclaircira. Des semaines que je n'ai pas. Maxwell essaie de couler mon entreprise. Alors on se bat. Je déposerai des contre-plaintes, je demanderai la transparence. Mais Mike. Alfred a hésité. Sois prudent. Si ce type est aussi connecté que tu le dis, il pourrait avoir une couverture légale pour ce qu'il fait. Après l'appel, Michael s'est assis dans son bureau, fixant le dossier de Maxwell. Le schéma était clair. Détruire la crédibilité, isoler, attaquer. Guerre psychologique classique. Maxwell était patient, méthodique, profitant probablement de chaque instant. Mais Maxwell avait fait une erreur critique. Il avait supposé que Michael se battrait défensivement, réagirait à chaque attaque, resterait sur ses gardes. C'est ce que la plupart des gens faisaient lorsqu'ils étaient ciblés. Michael n'était pas la plupart des gens. À minuit, il s'est rendu à Arlington, se garant à 3 pâtés de maison de la maison de ville de Maxwell. Il avait fait des missions de reconnaissance en territoire hostile où une erreur signifiait la mort. C'était un jeu d'enfant en comparaison. Utilisant un équipement de vision nocturne de séjour militaire, il a surveillé la propriété. 2 gardes à l'extérieur, se relayant. Des caméras de sécurité, mais mal positionnées. Des angles morts à l'entrée latérale. Michael a pris des photos, des notes, a cartographié tout le pâté de maison. Maxwell se sentait en sécurité ici, protégé. Cette confiance serait sa chute. De retour à la maison à 3 h du matin, Michael a reçu un message crypté d'Alex Ball.
Maxwell a accédé au dark web, spécifiquement à des forums pour embaucher des entrepreneurs. Pas du genre construction, du genre qui fait disparaître les problèmes. Mike, je pense qu'il prépare quelque chose de violent. Michael a regardé le message. Maxwell ne jouait plus seulement à des jeux d'esprit. Il passait à la violence réelle, ce qui signifiait que le calendrier de Michael venait de se raccourcir considérablement. Il a relu l'email que Maxwell avait envoyé. Je suis plus proche que tu ne le penses, puis Michael a souri. C'était un sourire froid, du genre qui avait terrifié les combattants ennemis à Coble. Parce que Maxwell avait raison. Il était proche. Assez proche pour être vulnérable. Assez proche pour que Michael frappe le premier. Le chasseur venait de devenir le chassé, et Maxwell ne le savait même pas encore. Chapitre 4. Collecte d'informations. Maurice O'Brien a livré 48 heures plus tard, et les informations étaient en or. Michael s'est assis dans son bureau, étalant des documents sur son bureau. Les relevés bancaires montraient que Maxwell avait liquidé des actifs d'une valeur de près de 500 000 $ au cours du dernier mois, de l'argent circulant par des sociétés écrans et des portefeuilles de crypto-monnaies. Les relevés téléphoniques ont révélé des appels à des criminels connus, 2 ex-détenus spécialisés dans l'intimidation, un pirate informatique qui avait fait de la prison pour usurpation d'identité, et quelqu'un répertorié uniquement sous le nom de LW, probablement L. Slaughter, un pyromane condamné qui avait été libéré 6 mois plus tôt. Mais la vraie percée se trouvait dans les dossiers commerciaux de Maxwell. Donegan Maxwell Tech n'était pas seulement une façade. Ils menaient activement une opération sophistiquée. Ils avaient signé des contrats avec 3 grandes entreprises, installant des systèmes de sécurité qui leur donnaient un accès dérobé à des données sensibles. C'était le même jeu que Maxwell avait joué à Coble, juste avec un vernis d'entreprise. Il accumule du capital pour quelque chose de grand, a marmonné Michael pour lui-même. Son téléphone jetable a sonné. Alex Ball. Mike, on a un problème. Maxwell vient d'acheter des armes. Des AR-15, des munitions, assez pour déclencher une petite guerre. Tous des achats légaux par des intermédiaires, mais le timing est mauvais. Dans combien de temps? Ça pourrait être n'importe quel jour. Ma source dit que Maxwell a parlé d'une confrontation finale. Il veut que tu saches que ça arrive. Il veut que tu aies peur. Michael s'est penché en arrière dans sa chaise. La peur. C'est ce que Maxwell vendait. Mais il ne comprenait pas sa cible. Michael avait opéré dans des zones de guerre où la mort était une possibilité quotidienne. La peur n'était qu'une autre variable à gérer. Bien. Qu'il pense qu'il gagne. Pendant ce temps, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. J'ai besoin de fausses preuves. Des dossiers montrant que l'entreprise de Maxwell s'est livrée à de l'espionnage industriel. Fais en sorte que ça ait l'air assez réel pour intéresser le FBI, mais traçable jusqu'à des sources légitimes. Alex a sifflé. Tu le pièges. Je donne aux forces de l'ordre une raison de regarder de plus près. Une fois qu'ils commenceront à creuser, ils trouveront la vraie saleté. Je ne fais que les orienter dans la bonne direction. C'est risqué. S'ils remontent jusqu'à toi, ils ne le feront pas. Utilise tes meilleurs éléments. Fais ça proprement. Après avoir raccroché, Michael a vérifié ses flux de surveillance. L'équipe de salle avait maintenant Maxwell sous surveillance constante, et les rapports étaient préoccupants. Maxwell avait rencontré son équipe quotidiennement, répétant quelque chose. Ils étaient passés devant la maison de Michael 3 fois la semaine dernière, la photographiant à chaque fois sous différents angles. Ils préparaient une agression. Michael a sorti les plans de sa maison, les étudiant avec un regard neuf. Il avait toujours été soucieux de la sécurité, mais maintenant il devait penser tactiquement. D'où Maxwell attaquerait-il? La porte d'entrée était trop exposée. La porte arrière offrait une bonne couverture, mais moins de voies d'évacuation. Les fenêtres, possibles, mais risquées dans un quartier de banlieue. Puis ça l'a frappé. Maxwell n'attaquerait pas la maison. Il attirerait Michael quelque part d'isolé où il pourrait contrôler la situation. Les emails menaçants, la surveillance, les attaques commerciales. Tout cela était conçu pour stresser Michael, le rendre paranoïaque, le pousser à l'erreur. Michael devait inverser ce scénario. Faire croire à Maxwell que le plan fonctionnait, puis tendre son propre piège. Il a appelé Sal, j'ai besoin que tu divulgues des informations. Assure-toi que les gens de Maxwell me voient rencontrer quelqu'un à Riverside Park demain soir.
Fais en sorte que ça ait l'air que je suis désespéré, que je contacte des criminels pour ma protection. Tu veux la pâter? Exactement. Il pense qu'il me chasse. Il est temps de lui montrer à quoi ressemble un vrai prédateur. Le lendemain, Michael a exécuté la phase 1. Il s'est rendu à Riverside Park, un endroit isolé le long du Potomac, en s'assurant que l'équipe de surveillance de Maxwell pouvait le suivre facilement. Au parc, il a rencontré un ami de sa salle de sport, un type qui avait l'air d'un homme de main. Ils ont parlé pendant 20 minutes, Michael lui remettant une enveloppe, vide à l'exception de papier blanc, puis ils se sont séparés. L'équipe de salle a confirmé que les gens de Maxwell avaient photographié toute la réunion. Ce soir-là, Michael a reçu un autre email de Maxwell. Tu deviens désespéré, Ao. Engager des voyous ne te sauvera pas. Rien ne le fera. À bientôt. Parfait. Maxwell mordait à l'hameçon. Mais Michael avait un autre problème. Son avocat d'affaires a appelé avec de mauvaises nouvelles. Mike, la suspension de la licence avance. Ils ont ajouté d'autres plaintes, toutes anonymes. Quelqu'un t'en veut vraiment. Laisse faire. J'ai de plus gros soucis. Il y a plus. Quelqu'un a déposé une ordonnance restrictive contre toi. Une femme nommée Jane Calhoun prétend que tu l'as harcelée, menacée. C'est de la pure fiction, mais c'est maintenant dans le système judiciaire. Le sang de Michael a bouilli. Jane Calhoun. Il ne connaissait personne de ce nom, ce qui signifiait que Maxwell avait engagé quelqu'un pour jouer la victime. C'était brillant dans sa cruauté. Endommager davantage la réputation de Michael, le faire paraître instable. Combat-le, a dit Michael. Mais n'en fais pas une priorité. Tout cela sera bientôt terminé. Après l'appel, Michael a vérifié avec Trina. Elle et Emma étaient en sécurité en Floride, bien que Trina commençait à être anxieuse à propos de la séparation. Combien de temps encore, a-t-elle demandé par Fastim. Encore quelques jours. Je suis sur le point de terminer ça. Mike, s'il te plaît, sois prudent. Quoi que tu prévois. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, cette nuit-là, Maurice O'Brien est revenu avec une découverte troublante. Maxwell avait loué un entrepôt dans le sud-est de DC, payant en espèces pour 3 mois à l'avance. L'équipe de salle a fait un survol. L'entrepôt était isolé, entouré de bâtiments industriels abandonnés. C'est là qu'il t'emmènera, a dit Maurice au téléphone. Site d'enlèvement classique. Isolé, pas de témoins, facile de se débarrasser des preuves, Michael a étudié les images satellites de l'entrepôt. Maxwell préparait quelque chose de théâtral, de personnel. Il voulait que Michael souffre avant la fin, ce qui a donné une idée à Michael, une idée dangereuse, peut-être insensée, mais qui pourrait mettre fin à cela de manière décisive. Maurice, j'ai besoin que tu pirates le système de sécurité de l'entrepôt. Peux-tu le faire? Probablement. Pourquoi? Parce que je vais laisser Maxwell m'emmener là-bas, et puis je vais le détruire sur son propre terrain. Chapitre 5, la mise en place. Michael a passé les 2 jours suivants à se préparer au pari le plus dangereux de sa vie. Si Maxwell voulait une confrontation dans son entrepôt, Michael lui en donnerait une, mais selon les termes de Michael. D'abord, il avait besoin d'armes. Son vieux pistolet de service n'était pas suffisant. Il a appelé un ancien copain de l'armée, Gabriel Denny, qui tenait une armurerie en Virginie occidentale. Gab, j'ai besoin de matériel. Non officiel. À quel point non officiel? Du genre qui ne remonte à personne. Gab a sifflé. Tu as des ennuis? Je mets fin aux ennuis. Peux-tu m'aider? Pour toi, toujours. Passe ce soir. Michael a conduit 3 heures jusqu'à la boutique de Gab après la fermeture. Dans l'arrière-boutique, Gab avait disposé un arsenal, 2 Glock 19, un fusil à pompe tactique, des munitions, un gilet pare-balles, des attaches autobloquantes et un tasé de police. Tu prévois une guerre? A demandé Gab. Juste en finir une. Michael a payé en espèces, $20 000, et a tout chargé dans son camion. De retour à la maison, Michael a mis en place son piège. Il avait fait pirater le système de sécurité de l'entrepôt par Maurice, lui donnant accès à chaque caméra, chaque serrure de porte, chaque système électrique. Maxwell pensait qu'il contrôlait cet espace. Il avait tort. Ensuite, Michael avait besoin que Maxwell s'engage.
Il a envoyé un email d'un compte anonyme à l'un des associés connus de Maxwell, se faisant passer pour un flic corrompu prêt à vendre des informations sur les mouvements de Michael. Là-bas, Michael serait seul chez lui demain soir. Pas de sécurité, vulnérable. Saul a confirmé en quelques heures que l'équipe de Maxwell avait reçu le message et en discutait. Il prévoyait d'agir demain soir. Michael a appelé Ron Finlay. Ron, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Demain soir, je t'enverrai une adresse par texto. Donne-moi exactement 2 heures avant de venir à cet endroit avec des renforts. Quoi que tu entendes, attends exactement 2 heures. Mike, qu'est-ce que tu prévois? La justice. Promets-moi juste 2 heures. Ron est resté silencieux. Puis. Je ne peux pas officiellement accepter ça. Officieusement, 2 heures. Mais si tu te fais tuer, Trina ne me le pardonnera jamais. Je ne mourrai pas. Les autres gars pourraient ne pas avoir autant de chance. Le lendemain s'est écoulé lentement. Michael a vérifié son équipement 3 fois, a passé en revue des scénarios, s'est préparé à toute éventualité. Il a appelé Trina une dernière fois. Je t'aime, a-t-il dit. Dis à Emma que je l'aime aussi. Tout cela sera bientôt terminé. Michael, tu me fais peur. N'aie pas peur. Je suis la chose la plus effrayante dans ce combat. À 19 h, Michael s'est positionné dans sa maison, les lumières allumées, se déplaçant là où les caméras pouvaient le voir. L'équipe de surveillance de Maxwell regardait. Sal avait confirmé leur présence dans un véhicule à 2 pâtés de maison. À 20 h 30, son système de sécurité a sonné. Quelqu'un coupait le courant de l'extérieur. Michael a souri. Pile à l'heure. Il s'est déplacé à sa position prédéterminée dans le couloir, attendant dans l'obscurité. Il a désactivé ses caméras de sécurité visibles, mais avait des caméras de secours cachées fonctionnant sur batterie, enregistrant tout. La serrure de la porte arrière a cliqué. Ils l'ont contourné rapidement. Travail de professionnel. Michael a compté 4 séries de pas entrants. Maxwell avait d'abord envoyé son équipe, observant probablement de quelque part en sécurité. Michael les a laissés fouiller le rez-de-chaussée, puis a délibérément fait un bruit à l'étage. Il les a entendus communiquer par radio. Cible à l'étage. En route pour intercepter, alors qu'il montait les escaliers, Michael s'est déplacé silencieusement dans le couloir vers son bureau. Il avait laissé la porte ouverte, les lumières éteintes, créant un point d'embuscade évident. L'équipe le vérifierait en premier. Comme prévu, 2 hommes sont entrés dans le bureau. Michael les a entendus vérifier les coins, mouvement professionnel. Puis l'un d'eux a parlé dans sa radio. Bureau dégagé. Cible non, Michael s'était glissé derrière eux pendant leur recherche, se déplaçant comme un fantôme. Le premier homme est tombé avec un tasé dans le dos, convulsant silencieusement. Le second s'est retourné, mais Michael était déjà à l'intérieur de sa garde. Un coup de poing au plexus solaire, le faisant tomber à genoux. Une frappe de suivi à la tempe, et il était inconscient. 2 à terre. Les 2 autres étaient toujours en bas. Michael s'est déplacé vers l'escalier, restant dans l'ombre. Il pouvait les voir dans le salon, commençant à réaliser que quelque chose n'allait pas lorsque leurs coéquipiers n'ont pas répondu aux appels radio. Vérifier à l'étage, a ordonné l'un d'eux en montant les escaliers. Michael a frappé d'en haut, utilisant l'avantage du terrain. Un coup de pied à la poitrine a envoyé l'homme tomber en arrière, s'écrasant sur son partenaire. Michael était sur eux avant qu'ils ne puissent se remettre, utilisant leur confusion et un espace confiné. Une efficacité brutale née d'années d'entraînement au combat. En 30 secondes, les 2 étaient inconscients et attachés avec des liens autobloquants. Michael a vérifié l'heure. 20 h 45, phase interminée. Il a traîné les 4 hommes dans son garage, les attachant à des poutres de soutien. Quand ils se réveilleraient, ils se retrouveraient prisonniers au lieu de ravisseurs. Mais Michael n'était pas intéressé par eux. Il n'était que de la force de frappe à louer. Il voulait l'homme qui les avait envoyés. À 21 h, son téléphone jetable a sonné. Maxwell. Tu es meilleur que ce que je pensais, ah. Mais ça rend juste ça plus amusant. Où es-tu, Gary? Te cachant pendant que ton équipe fait le travail, Maxwell a ri. J'ai appris la patience en prison. Tu te souviens de la prison, n'est-ce pas? L'endroit où tu m'as envoyé. 7 ans de ma vie partis parce que tu ne pouvais pas t'occuper de tes affaires.
Tu vendais des armes à des terroristes. Je gagnais ma vie, et tu l'as détruite pour ça. Tu as pris ma liberté, mon argent, ma réputation. Alors maintenant, je te rends l'appareil. Comment vont tes affaires? Ta femme? Oh, attends. J'ai oublié. Elle pense que tu as une liaison. C'était une bonne touche, n'est-ce pas? La voix de Michael était de glace. Tu as fait une erreur en t'en prenant à ma famille. Non, tu as fait une erreur en pensant que tu pouvais ruiner ma vie sans conséquence. Voici ce qui va se passer maintenant. Tu vas venir à l'entrepôt au 2847 Southeast Drive. Viens seul, non armé. Si tu ne le fais pas, je m'assurerai que ta femme et ta fille aient des accidents. Des accidents horribles et tragiques. J'y serai. Minuit. Ne sois pas en retard. Et ah oh? C'est là que ça se termine pour toi. La ligne s'est coupée. Michael a regardé son téléphone. Maxwell venait d'avouer de multiples crimes sur une ligne enregistrée. Mais les preuves n'auraient aucune importance si Maxwell mettait ses menaces à exécution. Michael devait mettre fin à cela ce soir, de manière permanente. Il a chargé ses armes dans le camion, ainsi que l'équipement que Maurice avait fourni. Puis il a envoyé le texto à Ron. 2847 Southeast Drive. 2 heures à partir de minuit. Amène tout, à 23h30, Michael est arrivé dans le quartier des entrepôts. La zone était abandonnée, parfaite pour les besoins de Maxwell. Il s'est garé à 3 pâtés de maison et s'est approché à pied, utilisant la vision nocturne pour repérer le périmètre. L'entrepôt était éclairé à l'intérieur. Maxwell voulait qu'il sache qu'il était attendu. 2 gardes à l'extérieur, tous 2 armés. Des caméras de sécurité à chaque coin. Ça avait l'air impénétrable, mais Michael avait accès à ces caméras. Il a sorti son téléphone, a ouvert l'application que Maurice lui avait donnée. En quelques tapotements, il a pris le contrôle du système de sécurité. Maintenant, il pouvait tout voir à l'intérieur. Maxwell dans une zone de bureau improvisée. 3 autres hommes armés postés dans tout l'entrepôt. Et au centre, une chaise avec des attaches. Il prévoyait de le torturer. Michael a souri d'un air sombre. Les plans ont changé. À minuit exactement, Michael s'est approché de l'entrée principale, les mains visiblement vides. Les 2 gardes l'ont fouillé à la recherche d'armes, ne trouvant rien. Ils l'ont conduit à l'intérieur où Maxwell attendait, un verre à la main, l'air triomphant. Michael a enfin. Sais-tu depuis combien de temps j'attends ce moment? 7 ans, je suppose. 7 ans, 4 mois et 16 jours. Chaque jour, j'ai pensé à ce que je te ferais. Et maintenant, te voilà, Michael a regardé autour de l'entrepôt. Installation impressionnante. Tu t'es donné beaucoup de mal. Tu en vaux la peine. Assieds-toi, les gardes ont poussé Michael vers la chaise. Il n'a pas résisté, les laissant lui attacher les bras et les jambes. Ils étaient minutieux, mais pas assez. Michael s'était entraîné aux techniques d'évasion. Ces attaches retiendraient une personne normale. Il n'était pas normal. Maxwell tournait autour de lui comme un prédateur. Je veux que tu comprennes quelque chose avant qu'on commence. Tout ce que tu vas vivre, chaque moment de douleur, c'est de ta faute. Tu t'es fait ça à toi-même quand tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie en trahissant ton pays. Le poing de Maxwell s'est écrasé sur la mâchoire de Michael. La douleur a explosé dans son crâne, mais il avait été frappé plus fort à l'entraînement. Il a craché du sang et a souri. C'est tout ce que tu as, le visage de Maxwell s'est tordu de rage. Tu te crois dur? On verra. Je vais te briser, morceau par morceau. Puis j'enverrai des morceaux de toi à ta femme. Qu'elle sache ce qui arrive aux héros qui jouent à Dieu. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui a engagé d'autres personnes pour faire son sale boulot. Oh, je vais faire ce travail personnellement, Maxwell a pris un couteau sur une table voisine. À partir de maintenant, mais alors qu'il s'approchait, les lumières se sont éteintes. L'entrepôt a plongé dans l'obscurité. Les lumières de secours vacillant pour s'allumer. Maxwell s'est retourné. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce serait moi, a dit calmement Michael et il a cassé les attaches. Il les avait desserrées depuis qu'il s'était assis, et la coupure de courant, déclenchée à distance par son téléphone, était le signal. Michael s'est déplacé rapidement dans l'obscurité, sa vision nocturne lui donnant un avantage.
Il a abattu le garde le plus proche d'un coup à la gorge, saisissant l'arme de l'homme. Des coups de feu ont éclaté dans l'obscurité, les éclairs de bouche révélant les positions. Michael a roulé derrière des piliers de béton, ripostant avec précision. Les hommes de Maxwell tiraient à l'aveugle. Michael, non. Trouvez-le, a crié Maxwell. Tuez-le, mais Michael s'était déjà déplacé, faisant le tour par les ombres. Il avait mémorisé la disposition de l'entrepôt à partir des images de sécurité. Chaque pilier, chaque sortie, chaque ligne de vue. Ce n'était plus le piège de Maxwell. C'était celui de Michael. Chapitre 6, fin de partie. L'entrepôt était devenu un labyrinthe d'ombre et de violence. Michael s'y déplaçait comme un fantôme, éliminant les hommes de Maxwell un par un. Des années d'entraînement militaire l'avaient préparé à exactement ce scénario. En infériorité numérique en territoire hostile, transformant un désavantage en avantage par une tactique supérieure. Le premier garde est tombé avec une balle dans la jambe, hurlant dans l'obscurité. Michael ne tuait pas inutilement, mais il s'assurait que chaque cible était neutralisée. Le deuxième garde a tenté de le flanquer, mais est tombé dans un piège que Michael avait tendu, un fil piège relié à un extincteur qui a explosé à son visage, le spray chimique l'aveuglant. Où est-il? La voix de Maxwell résonnait dans l'entrepôt, la panique s'infiltrant dans sa rage. Michael a vérifié sa montre. 11 minutes depuis que les lumières s'étaient éteintes. Il devait en finir avant que Maxwell n'essaie de s'enfuir. Il a utilisé son téléphone pour rétablir une partie du courant, allumant les lumières de secours juste assez pour créer de longues ombres. Puis il a parlé, sa voix amplifiée par le système de sonorisation de l'entrepôt, une autre fonctionnalité à laquelle Maurice lui avait donné accès. Tu voulais savoir ce que ça fait de se briser, Maxwell? Tu es sur le point de le découvrir. Maxwell s'est retourné, essayant de localiser la source de la voix. Ces deux gardes restants étaient effrayés, leurs armes balayant l'obscurité. Michael a activé la phase suivante. Les caméras de sécurité, toujours sous son contrôle, se sont soudainement projetées sur des écrans dans tout l'entrepôt. Des enregistrements ont commencé à jouer, les réunions de Maxwell avec des criminels, des discussions sur l'attaque de la famille de Michael, les aveux par email. Chaque moment incriminant, capturé et affiché. C'est en train d'être téléchargé au FBI en ce moment, a annoncé Michael, avec des preuves de votre espionnage industriel, de votre trafic d'armes et de votre complot en vue de commettre un meurtre. Même si vous sortez d'ici ce soir, vous êtes fini. Tu crois que tu as gagné, a crié Maxwell dans l'obscurité. Je disparaîtrai. Nouvelle identité, nouvelle vie. Tu ne peux pas m'arrêter. Regarde-moi faire. Michael est tombé d'une passerelle qu'il avait escaladée pendant qu'ils étaient distraits, atterrissant derrière l'un des gardes. Une prise rapide et l'homme était inconscient. Le dernier garde a paniqué et a tiré sauvagement, les balles faisant des étincelles sur les tuyaux métalliques. Michael a riposté avec précision, frappant l'arme du garde et l'envoyant voler de ses mains. L'homme a levé les mains en signe de reddition. Maintenant, il ne restait que Maxwell. Michael est sorti de l'ombre, l'arme levée. Maxwell se tenait au centre de l'entrepôt, entouré de preuves de ses propres crimes, ses gardes vaincus autour de lui. C'est fini, Gary. Maxwell a ri amèrement. Rien n'est fini. Tu crois que la loi me touchera? J'ai de l'argent, des relations. Je serai dehors avant. Avant quoi? Avant que ton partenaire commercial, Evan Donag, ne témoigne contre toi. Il coopère avec le FBI depuis 3 heures. Il s'avère qu'il a gardé des dossiers détaillés de tout ce que tu as fait, juste au cas où il aurait besoin d'une assurance. Le visage de Maxwell est devenu blanc. Tu mens. Est-ce que je mens? Michael a sorti son téléphone, montrant un email d'Alex Ball. C'était réel. Donag avait craqué dès que le FBI l'avait approché avec des preuves. Il leur avait tout donné, dossier financier, communication, plan. Maxwell avait été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Tu vois, je ne me suis pas seulement préparé pour ce soir. Je me suis préparé à tout. Toute ton opération, chaque personne que tu as embauchée, chaque plan que tu as fait, je le savais. Et je l'ai démantelé petit à petit. La main de Maxwell s'est déplacée vers sa ceinture, sortant un pistolet caché. Mais Michael a été plus rapide. Un seul coup, et l'arme a volé de la main de Maxwell. Maxwell est tombé à genoux, serrant sa main ensanglantée. Tu as détruit ma vie, a sangloté Maxwell.
J'ai tout perdu. Non, a dit froidement Michael. Tu as détruit ta propre vie quand tu as choisi la trahison plutôt que l'honneur. Je me suis juste assuré que tu en subisses les conséquences. Et maintenant, tu les subiras à nouveau. Des sirènes hurlaient au loin. Ron Finlay était pile à l'heure. 2 heures après que Michael soit entré dans l'entrepôt. Michael s'est approché de Maxwell, regardant l'homme brisé. Je veux que tu te souviennes de ce moment. Souviens-toi que tu t'en es pris à ma famille et que tu as perdu. Souviens-toi de ça quand tu seras en prison fédérale pour le reste de ta vie. Des voitures de police ont encerclé l'entrepôt, des officiers armés affluents. Ron est entré le premier, l'arme au poing, puis l'a abaissé en voyant la scène. Maxwell à genoux, ses gardes neutralisés autour de lui. Michael, debout, victorieux. Mon Dieu, Mike, a soufflé Ron. Que s'est-il passé ici? La justice, a simplement dit Michael. Il a tout avoué. Tout est enregistré. Il a tendu à Ron une clé USB contenant toutes les preuves, vidéos, audio, documents, tout ce qu'il fallait pour mettre Maxwell derrière les barreaux pour toujours. Alors que des agents du FBI arrivaient et emmenaient Maxwell en garde à vue, Michael a regardé sans émotion. Maxwell a levé les yeux une dernière fois, la haine dans les siens, mais aussi la défaite. Une défaite totale et absolue. Je reviendrai, a craché Maxwell. Un jour, je... Non, tu ne le feras pas, a interrompu Michael. Parce que je t'attendrai. Et la prochaine fois, je ne serai pas si miséricordieux. Maxwell a été emmené menotté, criant toujours des menaces que personne ne croyait plus. Ron s'est approché de Michael. Je devrais t'arrêter aussi, tu sais ça, n'est-ce pas? Agression, séquestration illégale, enfreindre environ 15 lois auxquelles je peux penser. Mais tu ne le feras pas, non, a admis Ron. Parce que ce salaud a menacé ma sœur et ma nièce et que tu les as protégés. Fais juste de ne pas prendre l'habitude de la justice expéditive, d'accord? Michael a hoché la tête. C'était personnel. C'est fini maintenant. Alors que le FBI traitait la scène, Michael s'est éclipsé vers son camion. Il est rentré chez lui alors que l'aube se levait sur la Virginie, épuisé mais satisfait. Le cauchemar était terminé. À la maison, il a appelé Trina. C'est fini, a-t-il dit. Toi et Emma pouvez rentrer à la maison. C'est vraiment fini? Oui. Maxwell est en garde à vue. Il ne nous menacera plus. Le soulagement de Trina était audible au téléphone. Je savais que tu nous protégerais. Je n'ai jamais douté de toi. Je vous aime, toutes les deux. Je ne laisserai jamais personne faire de mal à notre famille. Je sais. C'est pour ça que j'ai épousé un guerrier. Chapitre 7. Dernier détail. 3 jours plus tard, Michael était assis dans une salle d'interrogatoire du FBI, face à 2 agents qui avaient l'air à la fois impressionnés et inquiets. L'agent spécial Clayton Klein et sa partenaire, l'agente Whitney, avaient été affectés à l'affaire Maxwell. Monsieur Howe, a commencé Clayton, vous comprenez que vous n'êtes pas en état d'arrestation. C'est juste une conversation pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Je comprends. Racontez-nous la nuit à l'entrepôt. Michael a raconté une version soigneusement éditée des événements, comment il avait appris les menaces de Maxwell, mis en place une surveillance, découvert l'enlèvement prévu. Il a souligné les aveux de Maxwell, les preuves qu'il avait recueillies légalement par des détectives privés, et le fait qu'il avait agi en état de légitime défense une fois emmené à l'entrepôt. Whitney s'est penché en avant. Vous avez neutralisé 6 hommes armés, désactivé un système de sécurité et retourné la situation contre quelqu'un qui préparait votre meurtre depuis des mois. C'est impressionnant. J'ai été dans le renseignement militaire pendant 8 ans. C'est ce pourquoi j'ai été formé. Le renseignement militaire n'enseigne généralement pas le combat au corps à corps à ce niveau, a observé Clayton. Je me suis entraîné avec des unités d'opération spéciales. Lorsque vous recueillez des renseignements en territoire hostile, vous devez savoir vous battre. Les agents ont échangé un regard. Ils savaient que Michael retenait des détails, mais ils avaient aussi une affaire claire contre Maxwell. Les preuves qu'il avait fournies étaient accablantes, et les aveux de Maxwell étaient enregistrés. Voici où nous en sommes, a dit Clayton. Gary Maxwell fait face à des accusations fédérales, complot en vue de commettre un meurtre, agression, violation de la loi sur les armes et espionnage industriel. Son partenaire, Evan Donag, coopère pleinement.
Les 4 hommes qui sont entrés par effraction chez vous témoignent tous en échange de peine réduite. Cette affaire est solide. Et les fausses dénonciations à la police? La femme qui l'a engagée pour prétendre que je la harcelais? Jane Calhoun a craqué sous l'interrogatoire. Elle a admis que Maxwell l'avait payé $10 000 pour déposer de fausses plaintes. Elle est accusée d'avoir déposé une fausse plainte, mais nous sommes indulgents avec elle puisqu'elle a coopéré. Toutes les charges contre vous ont été abandonnées. Michael a senti le poids se lever de ses épaules. C'était vraiment fini. Et mon entreprise? La suspension de la licence? Whitney a souri. Déjà rétablie. Une fois que nous avons montré au conseil de réglementation que les plaintes faisaient partie de la campagne de harcèlement de Maxwell, ils ont accéléré votre autorisation. Vous devriez recevoir une notification formelle demain. Merci. Ne nous remerciez pas encore, a dit Clayton. Sérieusement. Vous avez contourné certaines lois, monsieur Ao. La façon dont vous avez géré cela n'était pas exactement conforme aux règles. Si j'avais suivi les voies appropriées, Maxwell aurait tué ma famille avant que vous ne puissiez monter un dossier. J'ai fait ce que je devais faire. Nous comprenons. Mais considérez ceci comme votre avertissement. Si jamais vous vous faites justice vous-même à nouveau, nous ne serons pas si compréhensifs. Vous avez eu de la chance cette fois. La prochaine fois, vous pourriez vous retrouver dans une cellule à côté des gens que vous combattez. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'était personnel. Les agents l'ont renvoyé avec des regards sévères, mais sans accusation. En quittant le bâtiment du FBI, Michael a senti le soleil sur son visage et a réalisé à quel point il avait failli tout perdre. Maxwell avait presque réussi à détruire sa vie. Presque. Son téléphone a sonné. Maurice O'Brien. Mike, tu me dois encore $20 000. Pourquoi ça? Parce que je viens de découvrir que Maxwell avait un plan de secours. Une assurance au cas où tu survivrais. Il avait quelqu'un prêt à divulguer tes dossiers militaires, des informations classifiées sur l'opération Coble, à la presse. La mâchoire de Michael s'est contractée. Qui? Un type nommé L. Slaughter. Le pyromane dont je t'ai parlé avant. J'ai trouvé des communications entre lui et Maxwell. Un arrangement de type homme mort. Si Maxwell ne se manifestait pas à une certaine date, Slaughter était censé publier les fichiers. Où est-il maintenant? C'est la question à $20 000. Je l'ai trouvé. J'ai neutralisé la menace. Il a été convaincu de détruire les fichiers et d'oublier que Maxwell a jamais existé. Disons simplement qu'il a trouvé la religion très rapidement quand il a compris l'alternative. Michael a souri d'un air sombre. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Tu es un des gentils, Mike. On ne peut pas laisser des salauds comme Maxwell continuer à te faire du mal depuis la prison. Considère ça comme une courtoisie professionnelle. Envoie-moi ta facture. Après avoir raccroché, Michael s'est rendu chez ses parents pour récupérer Trina et Emma. Elles étaient revenues ce matin-là par avion et il voulait les ramener personnellement à la maison. Quand Emma l'a vu, elle a couru dans ses bras. « Papa, as-tu battu le méchant ?»« Oui, ma chérie. Il ne peut plus nous faire de mal. » Trina l'a serré fort dans ses bras. J'étais si inquiète. Je t'ai dit de me faire confiance. Je l'ai fait, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas terrifié. Sur le chemin du retour, Trina a posé la question que Michael redoutait. Que as-tu fait à Maxwell? Et ne me donne pas la version édulcorée. Michael a jeté un coup d'œil à Emma sur la banquette arrière, endormie malgré la lumière du jour. Il a baissé la voix. J'ai fait ce qu'il fallait. Légalement quand c'était possible, moins légalement quand c'était nécessaire. Mais je n'ai jamais franchi la ligne pour devenir comme lui. Comment sais-tu où se trouve cette ligne? Parce que je n'ai jamais apprécié ça. Maxwell voulait se venger, voulait me faire souffrir. Je voulais juste arrêter une menace pour notre famille. C'est la différence. Trina est restée silencieuse un moment. Ron m'a raconté ce que tu as fait. Comment tu as affronté tous ces hommes? Comment tu as retourné le piège de Maxwell contre lui? Il a dit que tu étais comme quelqu'un d'autre cette nuit-là, quelqu'un d'effrayant. Est-ce que ça t'effraie? Non, a-t-elle dit fermement. Ça me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Tu es un protecteur. Quand notre famille avait besoin de toi, tu es devenu exactement ce dont nous avions besoin.
J'espère juste que tu n'auras plus jamais à être cette personne. Moi aussi. À la maison, Michael a passé le reste de la journée avec sa famille, essayant de revenir à la normale. Mais la normale semblait différente maintenant. Il avait été forcé de puiser dans des compétences et des instincts qu'il avait enfouis après avoir quitté l'armée. La violence, la pensée tactique, le calcul froid des menaces, tout était revenu en force. Ce soir-là, après qu'Emma soit au lit, Michael s'est assis dans son bureau, fixant le mur où le dossier de Maxwell avait été épinglé pendant des jours. Il avait tout enlevé, mais les souvenirs restaient. À quel point il avait failli tout perdre. À quel point il avait été facile de retomber en mode guerrier. Son téléphone a vibré. Une alerte d'actualité. Un ancien entrepreneur militaire arrêté dans un complot de vengeance élaboré. Le FBI attribue le succès de l'opération à un tuyau anonyme et aux preuves de la victime. Michael a souri. L'histoire finirait par s'estomper, remplacée par de nouveaux scandales et crimes. Maxwell passerait des décennies en prison, et Michael retournerait à sa vie tranquille de consultant en sécurité et de père de famille. Mais maintenant, il savait quelque chose sur lui-même. Ce guerrier était toujours en lui, attendant, non pas la vengeance ou la violence, mais de protéger ce qui comptait le plus, sa famille, sa vie, sa paix. Et quiconque menacerait ces choses connaîtrait le même sort que Gary Maxwell. Chapitre 8. Procès et vérité. 6 mois plus tard, Michael était assis dans une salle d'audience fédérale, regardant Gary Maxwell recevoir sa sentence. Le procès avait été rapide, les preuves accablantes. Les propres enregistrements de Maxwell, ses communications avec des criminels engagés, ses aveux dans l'entrepôt. Tout cela présenté en détail clinique par les procureurs fédéraux. Maxwell avait l'air diminué dans sa combinaison de prisonnier, rien à voir avec l'homme d'affaires confiant qui avait orchestré le complot de vengeance. Ses avocats avaient essayé toutes les défenses, capacité diminuée, coercition, même tentative de coup monté. Rien n'a tenu. Le juge Gabriel Denny, sans lien de parenté avec le copain d'armée de Michael, a examiné les preuves une dernière fois. Monsieur Maxwell, vous avez orchestré une campagne de harcèlement, d'intimidation et de tentative de meurtre contre Michael Howe et sa famille. Vous avez engagé des criminels, falsifié des documents et abusé de systèmes légitimes pour poursuivre votre vendetta. Ce tribunal juge vos actions répréhensibles et entièrement sans justification. L'avocat de Maxwell s'est levé. Votre honneur, mon client a passé 7 ans en prison fédérale. Il a estimé qu'il avait été injustement condamné. Votre client a été légitimement condamné pour trahison et complot, a interrompu le juge. Ces crimes actuels ne font pas pencher la balance. Ils aggravent infiniment les choses. Monsieur Maxwell, avez-vous quelque chose à dire? Maxwell s'est levé lentement, ses yeux trouvant Michael dans la galerie. Pendant un instant, une haine purie a flambé. Puis la résignation. Je ne regrette rien, a dit platement Maxwell. Howe a détruit ma vie. J'ai essayé de lui rendre l'appareil. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir échoué. L'expression du juge s'est durcie. Alors vous n'avez rien appris. Gary Maxwell, vous êtes par la présente condamné à 25 ans de prison fédérale, à purger consécutivement au reste de votre peine précédente. De plus, vous paierez une restitution de 2 millions de dollars à la famille Howe pour les dommages, la détresse émotionnelle et les frais de justice. Le marteau est tombé. Maxwell a été emmené, fixant toujours Michael. Pas de remords, pas de rédemption, juste un homme brisé consumé par la haine. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont pressés. Michael avait préparé une brève déclaration. La justice a été rendue aujourd'hui. Ma famille et moi pouvons enfin aller de l'avant. Nous sommes reconnaissants au FBI, aux forces de l'ordre local et à tous ceux qui ont aidé à traduire Monsieur Maxwell en justice. Nous n'avons aucun autre commentaire. Ron Finlay attendait près de la voiture de Michael. Comment te sens-tu? Soulagé. C'est vraiment fini maintenant. Tu sais qu'il fera appel. Qu'il le fasse, il perdra. Les preuves sont solides. Ron a étudié son beau-frère. Tu as changé, Mike, depuis le début. Comment ça? Tu es plus dur maintenant. Plus sur tes gardes. Comme si tu étais toujours à l'affût de la prochaine menace. Michael a réfléchi. Peut-être. Maxwell m'a appris que les ennemis ne ressemblent pas toujours à des ennemis. Parfois, ils ressemblent à des gens ordinaires.
Et au moment où tu réalises ce qu'ils sont, il est presque trop tard. C'est une façon sombre de vivre. C'est une façon réaliste de vivre. Je ne baisserai plus ma garde. Ce soir-là, Michael a emmené Trina et Emma dîner au restaurant, leur première vraie sortie en famille depuis le début de la campagne de Maxwell. Emma était excitée, bavardant sur l'école et ses amis, heureusement inconsciente de la catastrophe qu'ils avaient frôlée. « Papa, ma maîtresse dit que tu es un héros », a dit Emma entre deux bouchées de pâtes. « Je ne suis pas un héros, ma chérie. J'ai juste protégé notre famille. C'est ce que font les héros. » Trina a souri de l'autre côté de la table. Elle n'a pas tort. Après le dîner, alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Michael a remarqué un homme qui les observait de l'autre côté de la rue. De vieux instincts se sont déclenchés, scanner les menaces, calculer les voies d'évacuation, noter le langage corporel de l'homme. Mais l'homme a fait un signe de la main et s'est éloigné. Juste une autre personne dans la rue. « Ça va ?» a demandé Trina, remarquant sa tension. « Ouais, juste en train de m'adapter. » À la maison, Michael a couché Emma, lui lisant son histoire préférée. Alors qu'elle s'endormait, elle a chuchoté, « Je suis contente que le méchant ne puisse plus nous faire de mal. » Moi aussi, bébé. Dors bien. Dans son bureau plus tard, Michael a ouvert un tiroir verrouillé contenant un dernier rappel de l'épreuve, la clé USB avec toutes les preuves de Maxwell. Il en avait gardé une copie, une assurance contre l'événement improbable où Maxwell échapperait d'une manière ou d'une autre à la justice. Maintenant, avec le procès terminé et la sentence prononcée, il pouvait enfin lâcher prise. Il a tenu la clé au-dessus de sa déchiqueteuse, prêt à la détruire. Puis il a hésité. Non, certains rappels valaient la peine d'être conservés. Non pas par peur, mais comme une leçon. Le mal existait dans le monde, portait des visages humains et venait parfois pour les personnes que vous aimiez. La seule défense était la vigilance et la volonté de se battre si nécessaire. Michael a de nouveau verrouillé la clé et a fermé le tiroir. Chapitre 9. Nouveau départ. Un an après la condamnation de Maxwell, Michael se tenait dans son jardin, regardant Emma jouer sur sa nouvelle balançoire. Les cicatrices physiques de cette nuit dans l'entrepôt avaient guéri. Quelques côtes meurtries, des jointures fendues, rien de permanent. Les cicatrices psychologiques ont mis plus de temps. Pendant des mois après le procès, Michael a fait des cauchemars. Dans ceux-ci, Maxwell réussissait. Sa famille mourait pendant que Michael était trop lent, trop faible, trop tard. Il se réveillait en sueur, vérifiait Emma, appelait Trina si elle voyageait pour le travail. La paranoïa était réelle et persistante. Mais progressivement, avec la patience de Trina et un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de combat, Michael a retrouvé la paix. Le guerrier à l'intérieur n'a pas disparu. Il ne partirait jamais complètement. Mais Michael a de nouveau appris à compartimenter. À être d'abord un père et un mari, un protecteur en second. Son entreprise avait prospéré après coup. Il s'avère que défendre avec succès sa famille contre un ex-détenu meurtrier était un excellent marketing pour un consultant en sécurité. Michael avait plus de clients qu'il ne pouvait en gérer. Tous voulant la même chose, quelqu'un qui comprenait les vraies menaces et comment les neutraliser. Mais il était sélectif maintenant. Il ne prenait que des clients dont il croyait aux causes, qui avaient réellement besoin de protection, plutôt que de simples millionnaires paranoïaques. La qualité plutôt que la quantité. Ron Finlay avait été promu lieutenant, en partie grâce à son rôle dans l'affaire Maxwell. Il rendait fréquemment visite, devenant encore plus proche de la famille après leur épreuve commune. Tu penses parfois à ce qui aurait pu arriver si Maxwell avait été plus malin, a demandé Ron un après-midi autour d'une bière sur la terrasse. Tous les jours, a admis Michael. Il avait des ressources, de la motivation, de la patience. S'il avait été plus subtil, avait évité les emails provocateurs et les gestes dramatiques, il aurait pu faire de vrais dégâts avant que je ne m'en aperçoive. Qu'est-ce qu'il a arrêté? L'ego. Il voulait que je sache que c'était lui. Il voulait que je souffre psychologiquement avant le coup final. Ce besoin de reconnaissance m'a donné le temps de me préparer. C'est une erreur courante chez les chercheurs de vengeance. Ils ne peuvent pas simplement gagner. Ils ont besoin que leur ennemi reconnaisse la défaite. Tu étudies ces trucs maintenant? J'ai lu à ce sujet. Comprendre comment pensent les gens vengeurs m'aide à protéger les clients. Maxwell n'était pas unique. Beaucoup de gens nourrissent des rancunes, planifient des représailles.
Les intelligents n'agissent jamais. Les dangereux ne peuvent s'en empêcher. Tu t'inquiètes parfois que quelqu'un d'autre de tes jours militaires puisse s'en prendre à toi? Michael est resté silencieux un moment. Parfois. Mais j'ai fait la paix avec cette possibilité. J'ai fait mon travail à Koble. Je l'ai bien fait. Si quelqu'un veut se venger d'avoir été tenu responsable, ça en dit plus sur lui que sur moi. Cette nuit-là, Michael a reçu un email inattendu. L'expéditeur était répertorié comme Donag, Evan Donag, l'ancien partenaire commercial de Maxwell, qui a témoigné contre lui. Mvao, je sais qu'on ne s'est jamais rencontré formellement, et je comprendrai si vous ne voulez plus jamais entendre parler de moi. Mais je sentais que je vous devais une explication, peut-être même des excuses. Je ne connaissais pas toute l'étendue des plans de Gary jusqu'à ce que le FBI me montre les preuves. Je savais qu'il était en colère à propos de son temps en prison, qu'il vous en voulait pour ça. Mais je pensais que ce n'était que des paroles, un ressentiment qui s'estomperait. Au moment où j'ai réalisé qu'il était sérieux, qu'il avait engagé des gens pour blesser votre famille, j'étais trop impliqué pour m'en sortir sans conséquence. Quand le FBI m'a offert l'immunité en échange de ma coopération, je l'ai accepté. Non seulement pour me sauver, mais parce que ce que Gary faisait était mal. Vous avez arrêté des gens mauvais à Koble, fait votre travail. Vous ne méritiez pas ce qu'il a essayé de vous faire. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux choix et aux conséquences. J'ai choisi de m'associer à un homme dont je savais qu'il avait un passé sombre, me disant qu'il avait changé. C'était naïf. J'ai choisi d'ignorer les signes avant-coureurs, de prioriser les affaires plutôt que la morale. Ces choix me rendent complice de la campagne de Gary contre vous. Alors, c'est moi qui l'assume. Je suis désolé. Vous avez protégé votre famille avec courage et intelligence. Vous êtes le genre de personne que j'aurais aimé être. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que vous sachiez qu'au moins une personne impliquée dans ce cauchemar reconnaît ce que vous avez fait et le respecte. Evan Donag. Michael a lu l'email 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. La conscience de Donag était son propre problème. Michael n'avait aucun intérêt à absoudre l'homme ou à porter sa culpabilité. Mais l'email l'a fait réfléchir à ses propres choix au cours de l'année écoulée. Il avait franchi des limites éthiques, contourné des lois, utilisé la violence alors que d'autres options existaient peut-être. Il l'a justifié en protégeant sa famille, et c'était vrai. Mais il était également vrai qu'une partie de lui avait apprécié le défi tactique, le retour en mode guerrier. Des remords, a demandé Trina en lisant par-dessus son épaule. Juste une réflexion. M'assurer que je suis toujours l'homme que je veux être. Tu le es. Tu as fait ce que tu devais faire, mais tu n'es pas défini par ces quelques semaines. Tu es défini par la décennie précédente, par les années qui ont suivi, par chaque jour où tu choisis d'être un bon mari et un bon père. Michael l'a serré dans ses bras. Comment ai-je pu avoir autant de chance? Tu ne l'as pas eu. Tu m'as mérité par des années à être exactement qui tu es. Le lendemain matin, Michael s'est rendu à la prison fédérale où Maxwell purgeait sa peine. Il n'avait pas prévu cette visite, n'avait même pas consciemment décidé de la faire. Mais il s'est retrouvé dans la zone des visiteurs, attendant que Maxwell soit amené. Quand Maxwell est apparu derrière la vitre, il avait l'air plus âgé, plus gris, diminué. La prison l'usait. Il a pris le téléphone lentement, les yeux méfiants. « Pourquoi es-tu ici ?» a demandé Maxwell. « Pour clore un chapitre », a dit Michael. « Pour nous deux. » « Je n'ai pas besoin de clore un chapitre. Je sais exactement comment ça se termine. Je pourris ici pendant que tu vis ta vie parfaite. C'est une façon de voir les choses. En voici une autre. Tu as choisi la vengeance plutôt que la rédemption. Après ta première peine, tu aurais pu reconstruire ta vie, trouver un travail légitime, devenir quelqu'un de meilleur. Au lieu de ça, tu as passé 7 ans à comploter pour détruire la mienne. Ce choix, pas moi, t'a mis ici. Facile à dire pour toi. Tu n'étais pas en prison. Non, je faisais mon travail. Tu as trahi ton pays, vendu des armes à des gens qui ont tué des soldats américains. Quand tu t'es fait prendre, c'était de ta faute. Tout ce qui s'est passé après, c'était ton choix. La mâchoire de Maxwell s'est contractée. Alors, tu es ici pour te vanter? Non. Je suis ici pour te dire quelque chose d'important. Je te pardonne. Maxwell a cligné des yeux, confus. Quoi? Je te pardonne d'avoir menacé ma famille, d'avoir essayé de détruire ma vie.
Non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je refuse de porter de la colère pendant les 25 prochaines années. Tu as volé assez de mon temps avec ton complot. Je ne te donnerai pas une seconde de plus. Je ne veux pas de ton pardon. Je sais, mais je te le donne quand même. Pour moi. Tu vas passer des décennies ici à revivre tes échecs, à nourrir tes rancunes. Je vais rentrer chez moi, dans ma famille, et oublier que tu existes. Qui penses-tu a fait le meilleur choix? Michael s'est levé pour partir. Maxwell a appelé après lui. Je le referai. Tu méritais tout ce que j'ai essayé de te faire. Michael s'est arrêté à la porte, a regardé en arrière une dernière fois. C'est pourquoi tu as perdu. Tu te battais pour la vengeance. Je me battais pour l'amour. L'amour gagne toujours, il est parti sans attendre de réponse. Sur le parking, il a appelé Trina. Je viens de faire quelque chose de fou. J'ai rendu visite à Maxwell. Pourquoi? Pour me prouver qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. Que je peux le regarder dans les yeux et ne ressentir que de la pitié. Ça a marché? Ouais. Je rentre à la maison maintenant. Faisons quelque chose en famille. Peut-être aller à cette pizzeria qu'Emma adore. Ça a l'air parfait. En rentrant chez lui, le soleil filtrant à travers ses fenêtres, Michael se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. L'ombre que Maxwell avait jetée sur sa vie avait enfin disparu. Non pas parce que Maxwell était en prison, mais parce que Michael avait choisi d'arrêter de lui donner de la place dans ses pensées. Il avait appris de dures leçons au cours de l'année écoulée. Que le mal pouvait porter des visages familiers. Que protéger les personnes que l'on aime exigeait parfois des choix difficiles. Que la ligne entre la justice et la vengeance était plus mince qu'il ne l'avait réalisé. Mais il avait aussi appris qu'il était plus fort qu'il ne l'avait pensé. Que son entraînement et ses instincts, dormant depuis des années, pouvaient encore sauver des vies si nécessaires. Que l'amour et le devoir pouvaient coexister avec la capacité d'un guerrier. À la maison, Emma a couru pour l'accueillir, Trina juste derrière elle. Sa famille, son but, la raison pour laquelle il s'était battu si durement et se battrait à nouveau si nécessaire. Prête pour la pizza, a-t-il demandé à Emma. Ouais, je peux avoir du fromage en plus. Tu peux avoir tout ce que tu veux, ma chérie. Alors qu'il montait dans la voiture, Michael a aperçu son reflet dans le rétroviseur. Il avait l'air fatigué mais content, plus âgé, mais plus sage. Les événements de l'année écoulée l'avaient changé. Sans aucun doute. Il était plus alerte maintenant, plus conscient des menaces potentielles, plus rapide à évaluer les situations tactiquement. Mais il était aussi plus reconnaissant. Chaque moment ordinaire avec sa famille lui semblait précieux maintenant, gagné par le sacrifice et la lutte. La simple joie d'une pizza avec sa fille, de la main de Trina dans la sienne, des appels téléphoniques de Ron et des visites de ses parents, tout cela comptait plus parce qu'il savait à quel point cela aurait pu facilement être enlevé. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie et que Trina lise au lit, Michael est retourné à son bureau une dernière fois. Il a sorti la clé USB contenant les preuves de Maxwell, l'a tenue dans sa paume. Puis, finalement, il l'a jetée dans la déchiqueteuse. Le bruit de la destruction était satisfaisant. Final. Plus d'assurance. Plus de contingence. Le passé était vraiment passé maintenant. Michael a éteint les lumières et s'est dirigé vers le lit où Trina attendait. Alors qu'il s'allongeait à côté d'elle, elle a éteint sa lampe de lecture et s'est blottie contre lui. « Je t'aime », a-t-elle chuchoté. « Je vous aime aussi. » Toutes les deux, toujours, dans l'obscurité, Michael a fermé les yeux, et pour la première fois depuis plus d'un an, a dormi sans cauchemar. Il avait affronté son ennemi, protégé sa famille et en était sorti victorieux, non pas par la vengeance, mais par la force tempérée par la sagesse. Le guerrier avait fait son travail. Maintenant, le mari et le père pouvaient se reposer. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires.